Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité. Alors l'OMS définit le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui représente un risque pour la santé. Aujourd'hui en France, on estime que 17% de la population adulte est obèse, ce qui représente plus de 8 millions de personnes. Face à ce constat alarmant, le ministère de la Santé a lancé un plan priorité prévention en 2018, avec notamment l'ambition de réduire le fardeau du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques qui sont associées, telles que le diabète de type 2 par exemple. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie, qui est présidente du CNAO, c'est-à-dire le collectif national des associations d'obèses. Bonjour Anne-Sophie, ravie de te rencontrer. Bonjour. Alors peut-être que pour commencer, tu peux te présenter ? Alors, je suis donc Anne-Sophie Joly, je suis une femme qui aura 50 ans le 29 novembre. Je préside et j'ai fondé donc le collectif national des associations d'obèses il y a plus de 17 ans. Ça fait 20 ans que je fais de l'associatif. J'ai le bonheur d'avoir un petit garçon et un chat et un mari dans ma vie. Alors Anne-Sophie, tu as toujours souffert d'obésité ou est-ce que ça a apparu plutôt à l'adolescence ? Alors, ma problématique de poids, alors il y a une génétique du côté de mon père. Donc effectivement, il y avait déjà un facteur aggravant, j'ai envie de dire. Et mes problèmes de poids ont commencé quand j'ai commencé mes études à 16 ans. Où là, je me suis mis en mode stress. Ouais. Parce que j'étais donc dans une école, donc j'ai fait les Beaux-Arts et l'école d'archi. J'ai fait 8 ans d'études. Et puis, en fait, comme c'était une école publique, si t'étais pas à la hauteur durant l'année, on te dégageait, quoi. Donc, énormément de travail. J'avais 40 heures de cours par semaine et je me faisais 2 heures de cours supplémentaires le soir. D'accord, donc beaucoup de pression. Donc, beaucoup de pression, puis j'étais très jeune. Donc, en fait, les profs et mes charmants collègues qui avaient 2 ans, voire 3 ans plus que moi, me disaient « Attends, t'es gentil, mais dégage de là, quoi. » Donc, je me suis collé la pression. Quelles sont les problématiques que tu as commencé à rencontrer ? En fait, ça va parler un peu à tout le monde, notamment aux femmes. C'est quand tu commences à rentrer dans ta garde-robe et que tu te rends compte que finalement ton pantalon il commence à être un peu coincé, donc il faut que tu ailles sur la taille au-dessus, jusqu'au moment où finalement la taille du dessus tu la trouves plus dans les magasins classiques. Et puis essoufflement et puis là tu commences à dire bon, il y a quelque chose qui va pas bien. Donc l'activité sportive, en fait, ce sport au sens strict du terme, j'en faisais pas parce que j'étais en cours tout le temps, en fait. Ah oui, c'est même pas une question. Ah ouais, non, c'est pas une question de pas vouloir, mais j'étais en cours tout le temps. Alors qu'avant, je faisais 16 heures de sport par semaine, en fait. Donc je suis passée de 16 heures par semaine à plus rien. Mais dans plus rien, c'était des cours non-stop. Et puis le week-end, comme j'étais pas chez mes parents, j'étais à 350 km, en fait, je passais mon week-end dans les transports pour pouvoir aller voir mes parents. Et du coup, par la suite, est-ce que tu as rencontré d'autres problèmes ou peut-être que tu en rencontres aujourd'hui d'autres associés à l'obésité ? Alors, les soucis qu'on rencontre, alors maintenant, effectivement, j'ai plus 16 ans, mais je vais en avoir 50. C'est évidemment les problèmes de trouver des vêtements qui soit un peu sympathique pour une femme dynamique que nous sommes toutes. Bien sûr, oui, on a envie de se faire faire plaisir. Et puis il faut se faire plaisir. Et là on a un peu de mal. Et puis alors bon, il y a quelques marques, mais je ferai pas de pub, qui ont la gentillesse de faire des grandes tailles à des prix tout à fait abordables. Enfin il y a 35 ans, c'était pas le cas du tout, quoi. Donc ça c'était assez violent. Et puis le regard des gens qui est très intrusif, très discriminant et très prégnant, en se disant mais ouais, c'est quand même pas compliqué d'arrêter de bouffer. Oui, alors venez dans ma vie, je vais vous emmener avec moi, puis je vais vous montrer en fait que ce n'est pas qu'une question d'alimentation. Enfin, je veux dire,
on n'est pas du tout calibré de la même façon. Et c'est vrai que là, quand on travaille avec les sociétés savantes, j'ai envie de dire le top one des médecins et des corporations médicales, ils vous disent, en fait, une personne de stature normale et une personne obèse a 2 fois moins de microbiote. Donc c'est les petits soldats qu'on a dans les intestins, qui vont à la fois digérer, prémâcher, et puis ça va être aussi votre défense immunitaire, qui vaut de l'or. Ouais. Et ben, elle est 2 fois moins importante chez un obèse, et elle est 2 fois moins armée qu'une personne de stature normale. D'accord. C'est-à-dire que métaboliquement parlant, on part déjà pas sur la même base. Donc voilà, il y a des choses qui sont très compliquées. Et puis, quand on a un problème de poids, il y a la mémoire des cellules du corps qui se souvient de tout. Et qui, comme on est programmé pour survivre, enfin, tout ce qui est vivant sur la planète est programmé pour survivre, et ben le corps va forcer en se disant, mais si j'avais 100 kilos, que j'ai perdu 10 kilos, 20 kilos ou 30 kilos, le corps, lui, par instinct de survie, doit revenir à ses 100 kilos de base plus le bonus, parce que finalement, s'il y avait 100 kilos, c'est qu'il avait une bonne raison d'avoir 100 kilos. Et que quoi qu'il arrive, votre corps ira vers ça. Donc, il essaie de se préserver. Oui, on doit survivre. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discrimination dans le regard des autres. On a tendance à oublier que c'est une maladie. Et comme tu le disais, on s'imagine que c'est toujours la faute du patient, qu'il n'a qu'à se prendre en charge, arrêter de grignoter. Et d'ailleurs, le mot grossophobie a fait son entrée dans le dictionnaire l'année dernière, justement, à cause de ces préjugés. Donc c'est dire à quel point ils sont vraiment importants. Pourtant, il est reconnu que les causes de l'obésité sont multifactorielles. Tu en as cité un petit peu quelques éléments. Ça peut être des causes psychologiques, environnementales, métaboliques ou génétiques. Donc c'est vrai que c'est important de le redire parce que on oublie que effectivement le patient malheureusement il n'a pas choisi d'être obèse. Non. Et que c'est pas un choix de vie. C'est vraiment une lutte au quotidien. C'est ça. Et alors nous on a fait des visuels là-dessus que j'appelle chien-chat en fait, qui sont donc il y a la version homme et la version femme sur laquelle on a mis à la place de têtes de personnes humaines, on a mis des têtes d'animaux pour avoir un petit clin d'œil un peu bienveillant par rapport à la pathologie. Et en fait on liste et on a listé parce que bon voilà tous les documents sont référencés scientifiquement. L'obésité crée 18 pathologies associées. Le diabète type 2 en fait partie, certains cancers en font partie, les apnées du sommeil, l'hypertension artérielle, les AVC, la liste elle est très longue. Et puis dans l'actu malheureusement qu'on a, on est la personne idéale. Alors en plus si vous avez un peu d'âge, la personne idéale pour le Covid. Ah oui. Donc ça nous fait 19 pathologies. Alors le but du jeu est pas de mettre les gens en panique, mais d'expliquer un petit peu pourquoi. Alors pourquoi finalement on est associé à des pathologies? C'est parce que finalement au niveau donc métabolique, au niveau fonctionnement du corps, il y a un tissu inflammatoire qui se crée via l'obésité. Et que le corps, au lieu de pouvoir dégager les toxines que le corps fabrique ou certaines qu'il avale, finalement ne peut plus les extraire du corps, donc elles restent emprisonnées dans le corps, et en fait ça crée de la surinflammation au niveau des tissus et des organes, et on se retrouve avec l'apparition de pathologies associées. Donc si on reprend l'idée de se dire mais en fait il suffit d'arrêter et vous serez pas obèse, je pense que les premiers qui aimeraient arrêter, qui aimeraient changer et qui font tout pour le faire, parce que ça se voit pas, mais en fait ils font tout pour le faire, c'est bien les personnes qui ont des problèmes de poids. Or, on peut faire évoluer les choses, mais avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui allait soigner une pathologie en lisant un bouquin ou en regardant la télé. Ça, c'est pas possible. Non. Donc, c'est aller voir des gens dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, et qui vont vous accompagner à retrouver finalement du plaisir, parce que finalement on en perd beaucoup, que la nourriture ça doit se faire dans le plaisir, et qu'importe si on a un problème de poids ou pas, ou on a une pathologie associée. Et c'est se dire finalement il y a la publicité, j'en voyais ça hier que je trouve quand même assez bien, de Santé publique France,
qui marquait. Ils disaient bon bah alors voilà, ça c'est le plat qu'on devrait se faire. Puis finalement ça c'est le plat qu'on se fait, ça c'est le plat qu'on aimerait faire parce qu'on l'a vu à la télé mais on n'y arrive pas parce que ça donne un truc complètement cramé. Et puis finalement bah il y a toujours un peu ces frites et puis quand même de la viande blanche. Mais alors si on rajoutait un quart de l'assiette en légumes verts, mais c'est ça. Et puis l'activité physique, c'est de se dire bah marcher. Alors moi je dis toujours, vous collez un podomètre ou votre téléphone portable sur la hanche et vous regardez le nombre de pas que vous faites dans la journée. On se rend pas compte que parfois finalement on fait beaucoup de pas et que ça, dès l'instant où le corps, moi c'est vrai que je suis assez chiante avec les profs de sport là-dessus, voire même certains médecins, dès l'instant où votre corps est en mouvement, vous êtes en dépense énergétique. C'est-à-dire que vous passez l'aspirateur, ça marche très bien pour les hommes, hein. Passez oui, ça marche très bien, ça muscle les abdos, les hommes, vous pouvez passer l'aspirateur, passer le balai, c'est juste le bonheur. Mesdames, vous pouvez aller faire des courses, aller faire du shopping. Vous êtes aussi en activité physique, et puis allez vous promener. Mais, enfin, voilà. Alors, toujours. Toujours avec les gestes barrières, il faut pas non plus tomber dans la psychose parce qu'il y a un bien-être psychologique à avoir, mais il faut du gel alcoolique. Enfin là, je suis partie de la maison pour arriver jusqu'ici, j'ai dû me mettre au moins 10 fois du gel alcoolique sur les mains et mon masque il a pas bougé de mon visage. Mais voilà, ça n'empêche qu'on peut avoir quand même une activité et que c'est important. Mais bien sûr, et il faut. Toi du coup, comment est-ce que ça a impacté ton quotidien? Mon obésité, ça a pris beaucoup de place. Ça a pris beaucoup de place parce qu'il y a eu le regard des gens qui m'entouraient. Il y a eu le regard quand j'étais dans la vie professionnelle. Là c'est différent parce que c'est un travail associatif, mais dans la vie professionnelle, les gens se disent mais elle peut pas être en capacité de faire un travail correct puisqu'elle est obèse. Une fois avec une amie psy, on a testé mon quotient intellectuel. Elle me dit ça va, hein, dis donc, t'es quand même bien équipée. Donc je me suis dit écoute, peut-être faire une petite publication pour le coup parce que mais non, le gras qu'on a sur les hanches est pas proportionnel ou inversement proportionnel plutôt aux neurones psychologiques. Enfin ça c'est et les gens ont tendance à sous-estimer énormément l'humain et ses capacités et c'est terrible et ça rentre dans une espèce de une spirale infernale qui est destructrice en fait. Alors ceux qui veulent donner du déclic, moi je leur donne 2 tuyaux. Si vous voulez accompagner quelqu'un qui a un problème de poids, dites-lui viens aujourd'hui on va aller se balader, on va aller faire les boutiques etc. Vous allez être dans la dépense énergétique. Ou alors dire attends tiens je fais un samedi après-midi cuisine après avoir fait le marché le matin. On va cuisiner tout l'après-midi et puis on va se mettre les repas qu'on a réalisés dans des tupperwares et puis dans des boîtes qu'on va mettre au frigidaire et au congélateur. Et comme ça le soir quand on rentre, il y a plus qu'à sortir la boîte, la décongeler et la manger et vous avez du fait maison. Revenir ça le Covid, je trouve que là-dessus il y a eu des gros points négatifs parce que il y a beaucoup de personnes qui ont payé très cher. La note. Et puis finalement, moi j'avoue que à la maison, on a perdu du poids. On a perdu du poids parce que pour une fois, j'étais pas pétaouche, je sais pas, et puis j'avais des heures à peu près, j'étais à la maison, donc j'avais des horaires normaux. On a fait fruits et légumes. On avait réussi à trouver le numéro de téléphone du maraîcher qu'on récupérait au marché tous les dimanches matins, qui nous avait donné son numéro de portable et qui nous disait vous avez besoin d'une cagette de fruits et légumes, vous m'appelez, vous nous dites ce que vous voulez, la quantité, je vous livre. Ça a été du pur bonheur. Parce qu'on avait des fruits frais, on était livrés et on a énormément cuisiné. Alors on cuisine déjà pas mal à la maison, mais pour le coup, mon fils de 5 ans, alors lui, il aimait déjà cuisiner, mais on a cuisiné, puis on a aussi cuisiné des pizzas fait maison. Souvent, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, on va dans le plus rapide. Et le plus rapide, c'est des plats déjà tout prêts, qui sont pas du tout bons pour la santé, et on ne cuisine plus. Mais parce qu'ils sont plus salés, plus sucrés et plus gras. Et en fait, on a l'impression qu'on va manger parfois un truc sain, mais qu'il est beaucoup moins que si vous l'aviez fait vous-même. Et en plus, le truc, c'est que si vous le faites vous-même, vous avez la valorisation de le faire, vous avez de la transmission intergénérationnelle avec vos enfants en dessous, et ça vous coûte moins cher. C'est parce qu'il y a ça aussi, la raison économique, ça vous coûte moins cher.
Et puis finalement, si vous préférez un truc où il y a un peu plus de raisin dedans et puis un peu moins de carottes et un peu plus d'haricots verts, oui, je fais des signes, mais ça se voit pas dans le micro, mais c'est que bonheur en fait. Oui, bien sûr. C'est que bonheur. Puis c'est beaucoup plus équilibré. Puis c'est aussi un moment de partage parce que c'est important. Il y a dans la nourriture, il y a aussi la convivialité qui rentre en compte. Et du coup, c'est un moment qu'on arrive à retrouver de cette manière-là. Et c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que le confinement a eu ce côté positif de pouvoir se recentrer sur sa famille et de pouvoir refaire des choses qu'on ne fait pas parce qu'on manque de temps, et la cuisine en fait partie. Et c'est dire que c'est important dans les problèmes d'alimentation. Est-ce que dans ton parcours, tu avais déjà envisagé la chirurgie bariatrique? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on appelle la sleeve, il y a le bypass, pour un peu l'anneau gastrique, je crois, mais je pense que c'est une méthode qui se perd un petit peu. Ouais. Est-ce que toi, tu as envisagé de le faire, ou est-ce que tu l'as déjà fait? Alors moi, j'ai été opérée de ce qu'on appelle un Mason, donc c'est un agrafage vertical calibré, c'est l'ancêtre de la sleeve. D'accord. Il y a 20 ans, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai fait 2 ans et demi après la complication du Mason, donc j'ai mangé un morceau de poulet qui s'est coincé dans les agrafes en titane au niveau de l'estomac, donc qui a arraché des agrafes en titane. Donc bon, je l'ai un peu senti. J'ai effectivement tout de suite été revoir mon endocrino pour réclamer des examens. Et puis de là, je me disais putain, mais je reste pas comme ça. Donc on a posé un anneau sur le montage du Mason. Et puis donc j'ai reperdu, j'ai dû perdre 70 kilos à la louche. C'est beaucoup. Pas moins, ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ah, on revit, hein. D'ailleurs, j'avais rappelé ça ma deuxième, et tous les gens qui ont été opérés se disent aussi, c'est une deuxième naissance. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dû passer au moins 2 ans et demi avant de repasser au bloc. Enfin, avant de passer au bloc tout court. Et puis donc j'ai perdu beaucoup de kilos, j'ai fait de la chirurgie réparatrice, mes seins s'étaient complètement évidés, et on m'a posé des prothèses PIP que je ne savais pas que c'était des prothèses PIP. Puis un jour j'ai reçu une lettre recommandée de la PHP qui me disait vous avez des prothèses PIP, il faut faire quelque chose. D'accord. Et là je me suis effondrée dans mon canapé et je me suis dit c'est pas possible. Donc dans le mois qui a suivi, j'étais explantée. J'ai fait 5 mois et demi d'infection sur le sein droit. Et donc là, effectivement, on a dû desserrer l'anneau pour pouvoir ces protocoles opératoires obligatoires de sécurité. Et au moment de resserrer l'anneau, mon corps a refusé. J'étais aphagique. Donc en fait, c'est-à-dire que votre œsophage en fait est en inflammation totale. D'accord. Il réagit et vous pouvez même pas déglutir votre propre salive. D'accord. Donc c'est de l'urgence pure et dure. Donc on a complètement desserré. Et puis depuis ce temps-là, je me pose la question d'une réintervention, et laquelle, en sachant que je suis déjà entre guillemets multi-opérée, que ce qui s'est passé, ça n'a pas été un problème de pas de suivi, et évidemment quand vous êtes déjà opéré sur un organe plusieurs fois, les risques sont pas du tout les mêmes qu'en première intention. J'ai appris beaucoup de moi, j'ai appris beaucoup des autres. Ça m'a changé la vie. Je ne mange plus du tout de la même façon. Mon rapport à l'alimentation est pas le même. Et c'est vrai que j'en profite pour dire que parfois les gens mangent, et qu'importe votre stature, qu'importe si vous êtes dans le bon poids ou pas le bon poids, les gens mangent ou boivent pas parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ont soif, mais parce qu'en fait, moi j'appelle ça l'alimentation doudou. C'est qu'il y a tellement d'agressions extérieures qui viennent se poser sur le psy que finalement on n'est pas bien et qu'on a besoin de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Je dirais que c'est de la nourriture réconfort en fait. C'est ça. Et là, il y a des gens qui disent ouais mais moi je mange pas, etc. Oui mais si vous buvez de l'alcool, le foie. Une des problématiques aussi de l'obésité, c'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras. C'est la NASH. La stéatose hépatique non alcoolique, qui emmène sur des cas extrêmes à des cirrhoses.
Alors qu'en fait, vous buvez pas d'alcool nécessairement. Et et je pense au foie parce que c'est un organe qui va pas vous faire mal. Il va rien dire. Et puis le jour où vous commencez à avoir des douleurs en dessous du sein droit, là, vous prenez votre main, vous le mettez en dessous du sein droit. Si vous avez mal là, allez voir votre médecin. Donc il y a plein de trucs qui font que, et quand vous perdez du poids, le foie, la graisse repasse par le foie quand même. Le foie, il aime pas trop, mais vous épurez votre foie. C'est-à-dire que moi, j'avais une stéatose quand j'étais obèse. Quand j'avais maigri, je n'avais plus ma stéatose. D'accord. Et j'ai refait un examen il y a 1 an sur mon foie. Je n'ai toujours pas de stéatose. Et là, je me dis, bingo. Mais j'ai changé mon habitude alimentaire. Ça a eu des bonnes conséquences. Oui. J'ai limité la casse. Donc effectivement, j'ai repris du poids. Et le poids, il est là. Mais l'un dans l'autre, la façon dont finalement il a été repris, il n'a pas été repris de la même façon qu'il a été pris la première fois. Il faut réussir à avoir un peu de bienveillance sur soi, ce qui est très très dur parce que je le redis, on se fait pas de cadeaux. Et finalement, essayer d'apprendre à s'aimer ou de réapprendre à s'aimer, c'est un des enjeux. Alors, quel grand défi tu as pu rencontrer dans ta vie et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? Alors, c'est un défi personnel. Quand j'ai voulu avoir un enfant, j'ai été voir ma gynéco et là, elle me dit « Alors, vous êtes vieille, j'avais à l'époque 42 ans, vous êtes multi-opérée et vous reprenez du poids, donc vous retournez entre guillemets dans l'obésité. » Donc là, je me suis dit « Ouf, ça c'est fait !» Puis elle me dit « Bon, je vais vous envoyer chez un super professeur qui fait faire des bébés à tout le monde. Il va vous prendre en charge, vous verrez, ça va être génial. » Donc là, je me suis dit « Bon, gardons un peu de froid dans le cerveau, on va faire la consulte, puis on verra bien. » Donc après avoir attendu pas loin de 9 mois, je crois, pour faire cette consulte, j'arrive dans le bureau avec mon mari et là, donc on avait fait des examens de fertilité évidemment avant, etc. Et là, il regarde mon mari puis il dit « Alors vous, monsieur, nickel, merveilleux, super, félicitations, tout va bien. » Et le médecin regarde mon mari dans les yeux. Moi, j'étais assise la chaise d'à côté. Et puis, il baisse la tête, il regarde mes résultats d'examen, puis il dit « Bon, alors vous, madame, sans me regarder dans les yeux, sans jamais croiser mon regard, il me dit « Bon, alors, vous êtes vieille, vous êtes grosse, vous êtes multi-opérée, vous commencez une ménopause, vous avez aucune chance d'avoir un bébé. » C'est dur d'entendre ça d'un médecin. J'en ai encore des frissons sur les bras. Parce qu'un médecin, on s'attend à ce qu'il de la bienveillance, et de l'humanité, de l'humilité et de la bienveillance. Zéro, mais zéro. Il avait des vieux sièges, je sais pas, 1800, 1900, en bois. J'avais les doigts des 2 mains ancrés dans les accoudoirs des chaises. Et je me suis dit, je vais me le faire tout cru, le monsieur. Et là, je dis, mais attendez, vous êtes sûr? Puis je cherchais son regard, je voulais qu'il me regarde. Il voulait toujours pas. Et il me dit, mais alors par contre, si vous me faites un chèque de 7000 €, je peux vous inséminer en Pologne et en Espagne. Mais par contre, je dis, mais attendez, je comprends pas, là, j'essayais de comprendre, je dis, mais on peut faire des FIV, on peut essayer d'accélérer la fertilité de mon corps, etc. Non, c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais il me dit pour 7000 €. Alors j'ai dit attendez, je suis trop grosse, trop conne pour le faire en France. Mais alors par contre, pour faire un chèque de 7000 € pour l'étranger, là je suis assez bien. Je dis je crois que ça va pas être possible. Et là une haine, mais une envie de me battre. Et je me suis dit au secours. J'avais qu'une envie, là je crois que j'avais 3 mois de pleurs dans les yeux, qui n'attendaient qu'une seule chose, c'était d'exploser en fait. Et mon mari qui voulait absolument me prendre dans ses bras en disant je suis là, je me suis dit non, tout va bien, on sort. Et il a fallu que je sorte du cabinet, que je passe devant les 2 fenêtres des secrétaires, et là je me suis effondrée, mais effondrée. Et je me suis dit c'est qui ce monsieur? Il est censé faire quoi? Et je me suis dit, vis-à-vis d'une femme qui est en désir d'enfant, qui s'est battue toute sa vie sur le poids, et là, il vient de la mettre à genoux, limite la tête sur le billot, je me suis dit, mais stop, quoi, on arrête.
C'est un problème, ça, du corps médical. Tu as l'impression, dans l'expérience que tu as au sein de ton association, que on n'est pas entendu? Tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde n'est pas bienveillant dans le corps médical. Moi, ça fait partie des chevals de bataille sur lesquels je m'énerve un peu là-dessus. Hein. Nous, on a fait le plan obésité en 2009 avec effectivement sous l'égide de Monsieur Sarkozy à l'époque, parce qu'on l'avait réclamé. Hein, le CNAO l'a réclamé. Hein, j'ai corps et à cri. Hein, moi, je suis allée au combat. Hein. Et puis, sous l'ancien gouvernement, il s'est strictement rien passé. L'obésité n'était pas un problème. C'était un faux problème. Alors, je me suis dit, mais au secours, 8 millions d'obèses en France, c'est pas un problème. Et puis effectivement, depuis ce nouveau gouvernement, on est retourné au travail et là, on est dans l'écriture de la feuille de route obésité. On est mercredi, je suis en réunion sur le plan national nutrition santé avec des directives importantes qu'on est en train de faire, sur lequel les associations, en tout cas le CNAO, fait partie des groupes de travail dès le début. Et pour eux, ça leur semble évident. Et pour revenir sur mon histoire de bébé, je me suis dit, il se passera ce qui se passera, mais je lâcherai rien. Et mon bébé est venu tout seul. Comme quoi, hein. Sans chèque. Finalement. Et je me suis dit, je fais confiance à la nature. Je fais confiance à mon destin. Je me suis dit, voilà, nourris ton corps de ce dont il a besoin pour pouvoir faire un bébé. Donc je me suis mise effectivement à manger des protéines le matin, je marchais encore plus, et je me suis dit, vide ta tête. Il faut vider ta tête. Si tu penses qu'à ça, tu y arriveras pas. Et 9 mois après, encore 9 mois, comme quoi, 9 mois après ce rendez-vous horrible, j'avais super mal au ventre et une de mes amies me dit, mais va chercher un test de grossesse. Je dis, de toute façon, j'ai aucune chance d'être enceinte. J'attends que mon mari rentre le soir du travail et là, je fais le test de grossesse quand j'ai vu qu'il était positif. J'ai hurlé, je crois que tout l'immeuble m'a entendu. Et je me suis dit, ah ouais, je me suis dit, mais mes anges sont avec moi. Et il est resté, il était là, donc j'étais à risque de prééclampsie les 2 derniers mois et demi, mes parents étaient pétrifiés de peur, mais moi je disais, je suis confiante. Je suis confiante. Je dis, voilà, je suis suivie dans un hôpital classé 2B, je suis confiante. Il se passera ce qui se passera. Et tout s'est bien passé. C'est une bonne nouvelle. Une belle revanche, en tout cas. C'est une belle revanche, ouais. Alors parlons un petit peu d'aujourd'hui. Quels sont tes projets actuellement? Alors mes projets au niveau associatif, on est toujours sur les mêmes orientations. Hein. C'est que faire reconnaître l'obésité comme une pathologie à part entière, ce qui est toujours pas le cas en France, reconnu par l'OMS en 97, reconnu par l'Italie il y a 1 an, reconnu par l'Allemagne il y a quelques mois, mais toujours pas en France. Donc je ne désespère pas. Mais il faut que ça soit reconnu comme étant une maladie. Et puis au niveau associatif, continuer à essayer modestement de porter la voix des patients, des personnes atteintes de surpoids et d'obésité, de défendre les intérêts à tout niveau, médical, prévention, information, les trucs et astuces, améliorer aussi l'alimentation industrielle. Ça, c'est quelque chose qui est fait avec le CNA, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui fait un travail qui n'est absolument pas connu du grand public sur la réglementation alimentaire et la production alimentaire, et dans lequel j'ai la chance de faire partie depuis 2 ans et demi. Et tout est fait pour qu'effectivement on avance et que ça avance. Après voilà, les interlocuteurs sont très nombreux, que y a des choses qui se décident au niveau national, il y en a d'autres c'est au niveau européen, et il y en a d'autres c'est au niveau international. Le CNAO fait partie donc de l'EASO, qui est une organisation mondiale sur la lutte contre l'obésité. Demain j'ai rendez-vous avec une journaliste canadienne qui se dit, mais en France ils s'excitent comme des malades, ils y vont, jamais ils lâchent quoi que ce soit, comment ils font? Et j'ai envie de vous dire, quand on voit des familles, quand on voit des enfants, j'ai juste pas envie qu'ils vivent ce que moi j'ai pu vivre. Et ça, c'est mon point de motivation, c'est ma force. Et parce que quand je vois des gens qui reviennent vous voir et puis qui vous disent, waouh, j'ai traversé ça, vous m'avez aidé sur ça, je dis, je vous ai pas aidé, je vous ai informé. C'est vous qui l'avez fait. Et que ça, c'est ma plus belle récompense, à titre personnel. Hein, et je me dis, voilà, et je suis dans le bénévolat depuis 20 ans. C'est-à-dire que je ne touche rien.
depuis 20 ans. Et voilà, si l'État pouvait nous mettre d'utilité publique pour pouvoir nous donner encore plus de moyens pour faire encore plus de travail, moi je suis partante. Et puis après, c'est de rester en bonne santé et de pouvoir continuer à aimer les gens que j'aime. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner peut-être aux personnes qui nous écoutent? Aimez-vous. Nom de Dieu, aimez-vous. Aimez-vous, criez-le haut et fort, levez la tête. Regardez plus vos pieds, c'est fini ça. On regarde plus ces pompes. Levez la tête, battez-vous. Battez-vous pour vos convictions, pour ce que vous êtes. Et puis dites-vous qu'il y a des gens qui vous aiment. Et puis aimez-vous. Et sur ces belles paroles, merci beaucoup Anne-Sophie pour ton témoignage. Et puis bonne continuation au sein du CNAO. Et à très vite. Bon courage. Merci. Merci.